l'enregistrement de la conférence et je vais passer la parole à Alexandre qui va animer cette conférence aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à tous de participer à cette conférence. Tout d'abord, on va se présenter. Donc, nous sommes 4 élèves de l'école IGS en master première année. Et aujourd'hui, nous allons faire une conférence sur la banque de demain. Et on va laisser du coup Madame Vincent se présenter si elle veut bien. Alors, donc, j'ai un parcours bancaire uniquement. J'ai fait quelques jobs d'étudiant, mais on va dire qu'on va les passer. Moi, je suis rentrée dans la banque conseiller de clientèle, et j'ai donc commencé par un poste de conseiller de clientèle professionnel. Ce que vous faites et ce dont vous vous préparez. J'ai fait donc ce métier pendant quelques années. Après, j'ai pris la direction d'une agence. Donc, j'ai été directrice d'une agence d'une quinzaine de personnes avant de prendre la direction de groupe d'une petite équipe de 60 conseillers répartis sur 8 agences. Voilà, ça donne un peu le parcours commercial que j'ai pu avoir. Ensuite, j'ai décidé de changer de parcours et je suis partie plutôt dans la mise en place de centres de relations clients dans la banque, puisque les centres de relations à distance, c'est assez récent dans ce domaine-là et ça a une petite vingtaine d'années. Donc, je me suis occupée de mettre en place la banque en ligne dans ses prémices à l'ère de la banque. Ensuite, je suis partie faire de la RH, donc responsable des ressources humaines dans une direction commerciale du Val-de-Marne autour du périmètre de Vincennes. Comme j'avais un parcours assez particulier et peut-être atypique avec des fonctions diverses, on m'a donc ensuite proposé le poste de responsable de la transformation et de l'organisation. Et j'ai donc accompagné pour Société Générale tout le plan de transformation de 2015 à 2020, puisqu'il s'est arrêté pour celui que j'ai réalisé au 31 décembre 2020. Voilà, donc j'ai fait partie des personnes qui se sont occupées de regrouper des agences, de les fermer, de réorganiser l'expertise des conseillers, nos segments de marché, le modèle en tout cas, pour répondre aux nouvelles exigences des clients et donc de toute la mise en place de la digitalisation dans la banque, puisque c'est pareil, dans la banque, c'est quand même encore assez récent, même si depuis quelques années, ça a énormément progressé. Voilà. Et puis récemment, et ça c'est très récent, je suis donc chef d'établissement d'un centre de service, donc on peut dire d'un back-office de 300 personnes sur Saint-Denis. Voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, au niveau des questions, on a fait 2 parties. Donc, on va tout d'abord parler de l'évolution de l'environnement bancaire. Et on va commencer par une généralité sur la banque de détail. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la banque de détail pour vous? Alors, qu'est-ce que la banque de détail pour moi? Alors, en fait, la banque de détail, c'est quelque chose de bien défini, puisque la banque de détail, c'est la banque qui exerce toute la partie crédit et offre de produits et de placements auprès de la clientèle individuelle et professionnelle. Quand on dit professionnel, on s'arrête en général au TPE, on va jusqu'au TPE, puisque ensuite on rentre dans la banque entreprise et donc on sort de la banque de détail, enfin en tout cas au global et dans l'ensemble des structures des banques dites de réseau. Donc c'est toute la partie clientèle privée, particulier, profession libérale, artisans, commerçants, PME, PMI. Alors, au niveau des PME, PMI, suivant les établissements bancaires, le chiffre d'affaires n'est pas tout à fait le même. Voilà, il y a des établissements qui vont jusqu'à 7,5 millions, il y en a qui vont jusqu'à 15 millions. Voilà, c'est assez différent d'une banque à une autre. Schématiquement, c'est à peu près ça. D'accord. Donc, c'est une BDDF, comme on dit, banque de détail en France. Merci. Et comment ce secteur a pu évoluer depuis ces 20 dernières années et quels sont ses principaux acteurs? Alors, en effet, c'est une banque qui a été marquée. Alors, attendez, je passe un peu mon téléphone parce que moi, ça me fait un peu. Vous, ça va? Vous n'avez pas de reflet? Vous me voyez bien? Oui, ça va. Très bien.
d'accord. Moi, j'avais un peu de reflet. En fait, c'est une banque qui a été, sur ces 20 dernières années, marquée par l'amplification de la réglementation. La partie réglementaire est rentrée vraiment au lendemain de toutes les crises financières qu'il y a pu avoir dans la banque, dont les subprimes. Et le régulateur a mis un peu son nez dans toute cette organisation. Donc, toutes ces conséquences des crises financières et des pertes de confiance ont largement obligé les banquiers à s'adapter. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on devienne beaucoup plus strict par rapport à la partie, en tout cas la partie commerciale. Mais d'un autre côté, ça a aussi stimulé notre organisation. Ça nous a obligés, en tout cas, à séparer la production des produits et des services. Ça nous a obligés à développer de nouvelles technologies et à suivre de façon plus importante tous les contacts et tous les moyens de contact avec nos clients. Donc ça, c'est la partie assez pénible, on va dire, de la modification des banques, puisque cette réglementation nous a durci dans certains comportements. Voilà. On doit respecter des règles. Alors, on va prendre le prêt immobilier, mais des règles d'endettement. Si on prend la partie professionnelle, bien évidemment, vous avez toute la partie endettement, CAF. Enfin, voilà, on a commencé à rentrer des critères assez stricts, ce qui nous a aussi réduit dans la production, en tout cas, de crédit, et nous a obligés, dans la partie placement, à conseiller nos clients par rapport à leurs besoins et non plus par rapport à ce que nous avions besoin de faire. Voilà, il y a eu un petit changement de comportement. Donc, depuis 20 ans, il y a eu la réglementation qui s'est durcie, mais qui est un bien, qui aujourd'hui est une vraie force pour nous. Donc, ça a été difficile durant les 20 dernières années, mais à aujourd'hui, c'est pour nous une force. Et on pourra en parler juste après et je vous expliquerai pourquoi c'est devenu au fil du temps une force. Il y a 20 ans, par rapport au comportement des clients, parce qu'il ne faut pas oublier que la banque, elle s'adapte au comportement des clients. Et ce n'est pas la banque qui fait changer le client. C'est quand même l'inverse. Il y a 20 ans, il n'y avait pas la digitalisation qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les smartphones comme on peut avoir et Internet développé. Donc, en fait, on a ouvert beaucoup d'agences au niveau du maillage et dans le réseau national pour être au plus proche de nos clients. Pourquoi? Parce que pour retirer de l'argent, il fallait aller à la banque. Pour faire un virement, alors vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, mais pour faire un virement, il fallait aller à son établissement bancaire. Donc, on s'est rapproché au plus proche de nos clients pour capter une nouvelle clientèle. Ensuite, il y a eu la digitalisation qui est arrivée et les clients ont commencé à faire à distance de plus en plus d'opérations, ce qui en soi nous arrange aussi, puisque toutes les opérations que les clients peuvent faire à distance, ce sont aussi toutes les opérations qui sont à faible valeur ajoutée pour nous. Ce qui nous a permis ensuite d'adapter notre maillage, de fermer des agences qui étaient des fois à 2 ou 3 collaborateurs dans lesquels on manquait énormément d'expertise. Donc oui, on avait le service de proximité, mais on avait un vrai problème d'expertise dans ces agences. Donc en fait, on a plutôt refermé toutes ces petites agences, souvent et lorsque c'était possible avec les bailleurs, parce qu'il y a toutes ces négociations invisibles, on a pu laisser des distributeurs pour laisser les opérations de proximité et on les a concentrés dans des agences plus importantes pour concentrer l'expertise et la développer. Dans des agences plus importantes, on a moins de problèmes d'effectifs, on a plus de facilité à ouvrir avec toutes les compétences parce qu'on peut avoir 1 ou 2 ou 3 conseillers pro, on peut avoir 1 ou 2 conseillers haut de gamme. Voilà, donc forcément, on a plus de monde, donc on a de l'expertise constante dans l'agence pour satisfaire les clients. Et pourquoi aujourd'hui c'est important? Tout simplement parce que avant, un client, quand il venait voir son banquier, il n'y avait pas Internet pour lui donner toutes les ficelles. Voilà, il allait voir son banquier pour avoir de l'information, pour que son banquier lui explique un placement, lui explique un crédit. Aujourd'hui, un client, quand il va voir son banquier, il a fait le tour d'Internet, il est allé voir déjà un peu ce que faisait la concurrence, il s'est renseigné et il y a eu une époque où nos clients, quand ils venaient en agence, en connaissaient plus que nos conseillers. Donc, en fait, ça nous a mis en difficulté, ça a dégradé la satisfaction de nos clients et c'est pour ça que ça nous a contraints aussi à aller beaucoup plus rapidement dans notre organisation et dans notre maillage. Alors ça, c'est une raison du regroupement des agences. Après, il y a les phénomènes de coûts, puisque quand on réduit le maillage, on a aussi une économie. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qui nous a challengé au début.
Au début, le challenge était de faire beaucoup plus d'expertise dans les agences pour répondre à l'évolution du numérique et à répondre aux clients. Voilà, c'est ce qui nous a challengé au départ dans ces réorganisations, mais je crois que ça fait partie de vos questions dans l'évolution du maillage. Oui. Les évolutions. Mais je pense que la banque n'a pas terminé d'évoluer. Et du coup, pour vous, comment évolue le poste d'un conseiller de clientèle? Alors, ça va assez c'est vrai que ça va pas mal dans la logique. Dans la logique. Le métier de conseiller de clientèle, il a toujours évolué, et ça depuis des décennies. Je veux dire, la banque, quand elle a commencé, il y avait quoi? Il y avait le chéquier, le compte, l'espèce. Enfin, voilà. Donc, en fait, le conseiller de clientèle et le poste de conseiller de clientèle a toujours évolué. Il s'est adapté aussi aux besoins des clients, et je dirais que le métier de conseiller de clientèle aujourd'hui doit devenir un vrai métier d'expert. C'est-à-dire que on a dans les agences, et c'est souvent le cas, des gens qui sont expérimentés sur les placements. On a toujours celui qui est expérimenté sur le prêt immobilier. On a celui qui aime la clientèle de jeunes et qui adore vendre des comptes sur livret ou des livrets jeunes aux jeunes, et qui adore cette clientèle. Donc, en fait, il a fallu aussi qu'on s'adapte à ça. Et donc, en fait, on a fait évoluer le poste de conseiller clientèle plutôt vers de l'expertise. Ça, c'est quand même assez récent, hein, parce que ça doit avoir 5-6 ans dans la banque. En tout cas, cette évolution. Il y avait des experts, mais qui restaient quand même généralistes et souvent en support. On avait souvent, par exemple, les conseillers en gestion de patrimoine qui venaient en support des conseillers, mais qui n'avaient pas à proprement dit de portefeuille, dont les experts étaient plutôt des animateurs. En gros, c'était un peu plus ce rôle-là. Aujourd'hui, on veut des vrais experts et des métiers bien définis, avec des objectifs de satisfaction client très précis. Et une gestion différente. On va, en tout cas demain, la clientèle, alors suivant les établissements bancaires, elle s'appelle essentiel, grand public, enfin voilà, tous les noms, mais en tout cas la première partie de la clientèle à faible revenu. C'est plutôt une gestion de masse. Ces clients-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de besoins du quotidien, donc beaucoup des moyens de paiement, très légèrement d'épargne, un peu de crédit immobilier, mais pas forcément au début. Donc, en fait, on a besoin là de conseillers de clientèle qui savent gérer du volume, qui sont très rapides, qui peuvent gérer du téléphone parce que c'est beaucoup de téléphone, donc ils sont très à l'aise au téléphone. Voilà, donc on a par exemple ce type de conseiller, mais ça c'est une compétence pour moi, parce que gérer du volume, gérer des clients au téléphone, c'est une vraie compétence. Ensuite, on a par exemple la gestion de patrimoine, souvent des portefeuilles plus faibles, avec des clients qui sont très exigeants sur des points très précis. Donc là, il faut que le conseiller derrière, haut de gamme, gestion de patrimoine, enfin en tout cas toute cette partie de clientèle banque privée par exemple aussi, mais c'est encore au-dessus, mais là c'est la taille des portefeuilles qui change. Forcément, là, on va leur demander pas de volume, mais on va leur demander de l'expertise, du bon conseil, capter des capitaux, faire de la commission. Voilà, parce que là, forcément, ce sont des clients qui seront à forte valeur ajoutée par rapport aux conseillers, aux clients du segment inférieur, où si on ne fait pas de volume, on n'a pas de rentabilité. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Et puis vous, dans votre domaine pro, les professionnels sont une clientèle exigeante, qui est toujours pressée et qui veut une réponse très rapidement. Donc en fait, il faut lier un petit peu toutes ces compétences citées dans les deux autres métiers, parce que là, il vous faut rapidité, satisfaction client, expertise. C'est pour ça que c'est un métier très particulier sur lequel il y a une formation particulière. Tout à fait. Et du coup, ça doit jouer aussi sur la répartition du PNB et sur les nouvelles rémunérations, je pense. Alors oui, sauf que, alors souvent, en tout cas au niveau du PNB, vous savez comment est constitué le PNB d'une banque. En gros, on a donc la marge d'intérêt sur les crédits, la marge sur les dépôts et les commissions. C'est la clientèle, mais pas forcément que la clientèle qui joue en tout cas sur le PNB, puisqu'en fait, ce sont les volumes dans chacun des domaines, que ce soit sur les placements, que ce soit sur les crédits ou que ce soit sur les commissions. Et donc, toutes les franges de clientèle ont leur rôle à jouer.
Parce qu'aujourd'hui, on peut faire de la commission et on en fera de plus en plus. Et ça, d'abord, la Banque de France a durci ses conditions d'accès au prêt immobilier, mais on fait beaucoup plus de choses sur les frais de dossier que toutes les banques lâchent moins. Parce que la marge d'intérêt sur un crédit immobilier, quand vous avez des taux qui sont aujourd'hui, quand on arrive à, alors on va dire en gros 1%, il est difficile quand même derrière pour la banque de gagner de l'argent sur la marge. Par contre, on va essayer d'en gagner beaucoup plus sur les commissions et tous les services qu'on va pouvoir faire autour. Comme la clientèle de professionnels, c'est exactement la même chose. Vu le contexte des taux bas, il est clair qu'il faut qu'on fasse de la commission et qu'on développe soit les frais de dossier, soit les produits et en tout cas les services à forte valeur ajoutée qui vont en plus fidéliser nos clients pour faire de la commission récurrente. Parce que la différence avec un crédit, c'est que la commission, elle va quand même être annuelle et récurrente. Quand on fait un produit, un service et qu'on vend, je ne sais pas moi, une Madelin à un client pro, forcément, on n'a pas le même impact et la même rémunération. Bien qu'une Madelin, si c'est de l'épargne, on l'a de façon récurrente. Mais si on fait un contrat de... si on fait un contrat de Madelin qui sera un capital d'essai, la commission, elle est annuelle et on n'en parle plus, quoi. Il peut le résilier à tous les ans et on perd la commission. Donc, ce n'est pas ce côté récurrent. D'accord. Alors, tout à l'heure… Si vous voulez, voilà, voilà. Sur le PNB, le PNB, on doit gagner de l'argent sur tous les marchés. Oui. C'est tout. Après, ça dépend sur chacun des marchés, la répartition. Et il est clair que sur un client grand public essentiel, enfin bon, on l'appelle comme on veut, on va dire un jeune actif à faible revenu, on ne gagnera pas forcément de l'argent sur ses placements. Donc, il faudra qu'on en gagne sur les commissions. Commission des par exemple. Oui. Pas forcément la mauvaise commission. Et ça, la réglementation aujourd'hui a durci quand même toutes les conditions. Ce qui nous a aussi contraint, enfin, il a aussi réduit une partie de nos commissions qui, certes, n'étaient pas forcément louables et concernaient plutôt une clientèle fragile, mais on l'a quand même perdu avec la réglementation. Donc, il a fallu en développer d'autres. Et c'est pour ça que les banques ont développé, par exemple, les gammes de cartes. Voilà, les gammes de cartes, des systèmes de crypto, des systèmes de visuels, parce que tout ça, c'est de la rentabilité supplémentaire que l'on a perdue sur des mauvaises commissions. Voilà au niveau enfin, en résumé, PNB. Ok. Alors après, vous nous aviez évoqué en quoi consiste du coup la restructuration des agences bancaires et les banques, pourquoi les banques elles veulent fermer les agences, mais comment préparer les collaborateurs à ces prochaines fermetures et aussi les clients du coup. D'accord, ok. Alors, pourquoi les banques veulent-elles fermer des agences? Alors ça, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, puisqu'en fait, après avoir cette euphorie de développement d'agences de petite taille pour être à proximité des clients, pour les capter, les clients avec le digital venaient beaucoup moins. On avait beaucoup moins de fréquentation et de trafic en agence. Et les fois où ils venaient pour retirer de l'argent ou des opérations à faible valeur ajoutée, ça nous coûtait quand même très cher. Donc, en fait, on a décidé de fermer des agences. Et je crois qu'en fait, c'est essentiellement les banques dites commerciales. Donc, on va prendre BNP, Crédit Lyonnais, Société Générale, qui ont fermé entre 15 et 20% de leur réseau, puisque je crois, et alors ça c'est de mémoire, qu'en 5 ans, on a fermé 3700 agences, ce qui est quand même assez important. Les mutualistes n'ont pas les mêmes problématiques d'investisseurs et d'actionnaires. Donc, forcément, ils ont un maillage beaucoup plus grand et beaucoup plus dense que les banques dites commerciales. Mais ils essaient par contre de développer d'autres services. La téléphonie, des services annexes pour développer leur rentabilité. Donc, on a fermé des agences parce qu'on avait une problématique donc, de fréquentation, une problématique d'expertise, et puis il fallait absolument réduire nos coûts pour pouvoir préparer l'avenir. Maintenant, comment on a préparé nos conseillers je vais d'abord parler de nos conseillers de clientèle et puis on parlera de nos clients. Oui. Et des collaborateurs, comment on l'a préparé? Alors forcément, dans toute fermeture, et ça c'est dans tout changement, il faut le préparer et l'organiser. Pourquoi?
parce qu'il faut vérifier, en fait, sur l'ensemble des agences que l'on ferme, la compétence des collaborateurs, leur ancienneté, leur reclassement possible, le bassin d'emploi, les compétences, anticiper toutes les formations pour pouvoir les repositionner sur d'autres postes. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des banques, je pense que toutes les banques ont réussi à repositionner les collaborateurs en les accompagnant dans leur mobilité, qu'elle soit géographique, qu'elle soit fonctionnelle, en mettant en place toutes les formations nécessaires. Même si ça reste toujours, pour un collaborateur qui est dans une agence qui ferme, une frustration, parce qu'au départ, quand même, c'est mon agence, elle ferme. Il y a toujours un petit souci d'appartenance, hein, on a toujours ce sentiment, c'est mon agence. Donc, il y a toujours une petite peine à chaque fois qu'il faut lever, et puis ça s'organise bien, ça se prépare, ça s'accompagne. Mais aujourd'hui, les responsables des ressources humaines et les managers sont formés pour anticiper et préparer l'avenir. Dans les banques, il n'y a eu aucun licenciement suite à des fermetures d'agences. Il y a eu à chaque fois un reclassement ou un accompagnement pour un départ volontaire. Hein. On a aussi des collaborateurs pour qui c'est une opportunité de faire autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, c'est à chaque fois un crève-cœur pour les personnes, mais il n'y a aucun souci dans l'accompagnement de la transformation et de l'organisation. Alors, la difficulté, elle est toujours plus importante en province, compte tenu de la mobilité géographique, qu'en région parisienne, où on va dire quand même que les agences arrivent à rester à proximité. Maintenant, au niveau des clients. Alors, au niveau des clients, c'est toujours mal vécu. Ils sont toujours réfractaires à la fermeture de leur agence. Parce que eux, au départ, ils voient le côté proximité. D'accord. Donc, proximité, quand je vais déposer ma remise de chèque, quand je vais chercher un peu d'argent, que je vais au marché, que je passe à la banque. Voilà. Donc, eux vont voir forcément tout ce qui va tourner autour des moyens de paiement. Donc, ils voient cette partie-là. C'est pour ça aussi qu'avant de fermer ces agences, et à ce moment-là, on a mis en place souvent l'envoi des cartes, l'envoi des chéquiers. On a développé les outils digitaux avec toutes les applications, de façon à leur montrer qu'en fait, ils pouvaient de chez eux tout faire. Voilà, c'était un peu l'objectif de l'accompagnement également des clients. Il y a ce côté forcément au départ, je suis mécontent. Mais ensuite, et les enquêtes le prouvent, hein, c'est que lorsqu'ensuite ils vont dans la nouvelle agence, parce qu'en général c'est un regroupement de deux agences, hein, c'est-à-dire que la clientèle on la transfère sur une autre agence, on transfère ou pas des collaborateurs, ils se rendent vite compte de l'expertise qui se développe et de l'accueil. Il est quand même en général de meilleure qualité, tout simplement parce qu'on peut gérer les absences, les remplacements, les congés, les formations, les réunions. On peut gérer plus facilement l'ouverture de l'agence. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. Quand on regroupe deux agences de 4, on en fait une de 7. Bon, voilà, c'est en gros ça. Pour nous, il y a aussi une réduction de coûts, mais ce n'est pas forcément ce qui challenge au départ la fermeture des agences. Même si on ne va pas se cacher derrière ça, ça a un impact sur les coûts, qui n'est pas toujours immédiat, hein, parce que quand on ferme une agence, il y a aussi la problématique des baux, des remises à jour et à niveau des locaux avant de les rendre quand il y a une salle de coffre et qu'il faut enlever. Enfin voilà, c'est pas toujours à une rentabilité immédiate. Mais c'est pas ce qui nous challenge dans la fermeture. Ok. Alors après, que pensez-vous de l'arrivée des nouveaux concurrents du coup? Alors, les nouveaux, quand vous dites nouveaux concurrents, alors on va mettre que tout ce qui est banque commerciale et mutualiste existe déjà. Hein, ce sont des concurrents depuis très longtemps, donc on ne va pas parler de nouveaux concurrents. Dans les nouveaux concurrents, même si aujourd'hui j'estime que ce ne sont plus des nouveaux concurrents, ce sont les banques en ligne, donc les néobanques. Et là-dessus, vous en connaissez quand même sûrement beaucoup, hein, Hello Bank, Boursorama, Fortuneo, enfin bon, il y a beaucoup. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit des nouvelles banques, mais en tout cas, ce sont des banques très attractives pour la clientèle qui est très autonome, qui vient peu ou rarement à l'agence. Donc pour nous, c'est une vraie concurrence à regarder de près. Alors souvent, tous les grands établissements financiers et toutes les banques ont leur néobanque. Hello Bank, BNP, Boursorama, Société Générale, enfin,
chaque grande banque a sa néobanque qui permet d'avoir une banque en ligne. Ensuite, on a les GAFA, donc tout ce qui va être Google, Amazon, Facebook, Apple. Alors, elles sont souvent, et on espère encore longtemps, limitées au marché des paiements. Voilà, Apple Pay, Apple Card, enfin voilà, ça reste encore limité à ça. On les regarde de près. Pour l'instant, et là, c'est là où je vais revenir sur la réglementation. La réglementation est une force pour nous maintenant, parce que pour s'installer dans la banque et développer tous les moyens de paiement et tout ce qui concerne la banque, il faut avoir les reins solides. Et la réglementation est pour nous aujourd'hui un bon rempart par rapport à l'installation de nouvelles banques. Donc voilà, les GAFA, ils sont quand même dangereux parce qu'ils ont une excellente base de données qui est très importante. Tout le monde les connaît, donc voilà, il faut qu'on s'en méfie. Bon, maintenant, ils sont pour l'instant que sur le marché des paiements, même si le marché des paiements reste un marché très lucratif pour les banques, mais c'est peut-être ce marché-là qu'on perdra le plus rapidement possible. Puisque si tout le monde se met à faire des paiements, c'est une sensibilité importante. Après, il y a tout ce qui est fintech, mais plus que des concurrents, c'est souvent des partenaires, parce que les fintech, c'est souvent des niches pour les banques. C'est de pouvoir développer une activité qui serait trop lourde à gérer pour nous. Et elles sont beaucoup plus agiles. Les banques sont quand même des mastodons un peu inertes, où il est difficile de développer de nouvelles technologies très rapidement parce que les systèmes informatiques sont quand même anciens, assez traditionnels, avec des réglementations très lourdes. Voilà. Donc, dès qu'on fait évoluer quelque chose, il y a forcément un impact. Alors que les fintech, voilà, comme le nom l'indique, finance et technologie, elles peuvent développer un produit complémentaire très rapidement sans toucher en fait au socle de la banque. Voilà. Et là, il y a, je crois qu'il y en a plusieurs. Bon, à Société Générale, il y a Shine, sinon il y a Pixpay, Xalise, Jab, enfin, il y en a plein. Et en fait, ce sont plein d'activités ou de services complémentaires à la banque. Voilà. Donc, on les finance aussi beaucoup, quoi. Mais elle est rude, elle continuera de se développer. Par contre, on parle aussi aujourd'hui des open banking. En fait, et pour ceux qui connaissent, ce sont tous les agrégateurs de comptes. C'est-à-dire que ce sont les systèmes qui permettent de rapatrier les données d'autres établissements sur une application ou un système bancaire d'une seule banque. Voilà. Donc voilà, il y a encore plein de choses de partage de données qui peuvent être réalisées. Peut-être que dans l'avenir, un service de back-office d'une banque s'ouvrira pour faire le back-office d'autres établissements bancaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut faire aussi une base d'évolution et de partage pour rentrer dans de l'expertise. Quand une banque est implantée dans un pays à l'étranger qu'une autre n'y est pas, pourquoi on ne s'allierait pas pour s'occuper des flux, pour aller… voilà. Donc, ça fait partie des sujets qui pourraient très bien évoluer dans les années à venir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, bien qu'il y a des partenariats assez forts qui se créent sur des outils avec l'ensemble des banques. Alors. Question, Alexandre, excuse-moi. Oui. Oui, j'avais juste une question subsidiaire à celle d'Alexandre. Sur les nouveaux concurrents, vous avez parlé des GAFA, vous avez parlé aussi des banques en ligne qui sont détenues par les grands groupes bancaires. Et moi, j'avais une question que je me posais depuis mes débuts en BTS, puisqu'on nous parle de concurrence, on nous parle des nouveaux acteurs qui arrivent, mais en fait, c'est quoi la stratégie des grands groupes bancaires de détenir des filiales? En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de clientèle de masse, donc toute cette clientèle de détail qui regorge dans les agences bancaires qu'on connaît. Et est-ce qu'il n'y a pas une stratégie par la détention de ces filiales de, à terme, mettre toute leur clientèle de masse sur ces filiales? C'est quoi la stratégie par rapport à la détention de ces filiales? Alors, en fait, déjà d'une, c'est parce qu'en fait, il y a des clients qui ne vont pas… Alors, si on prend les néobanques, parce qu'en fait, c'est le sujet, il y a des clients, s'ils ne sont pas sur une banque en ligne, ils ne souhaitent pas travailler avec une banque en dur. Voilà, il y en a certains, en tout cas, c'est leur philosophie. Donc, il y a cette partie-là. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. On se pose souvent la question,
est-ce que cette clientèle qu'on évoquait tout à l'heure, hein, à faible valeur ajoutée, qui a peu de besoins, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de la transférer sur des banques en ligne, puisqu'on ferait de la gestion de masse, hein, c'est bien ce que vous évoquiez à l'instant. Oui, c'est des sujets qu'on étudie assez souvent. Maintenant, je pense les banques sont peut-être pas encore toutes prêtes ou qu'on n'est pas encore prêt parce que quand on commence à transférer de la clientèle, alors déjà, ils perdraient leur numéro de compte. Donc, quand on dit à un client, vous allez dans une autre banque, puisque là, il n'y aurait pas le RIB invariant, parce que beaucoup de banques aujourd'hui ont le RIB invariant, c'est là, à ce moment-là que le client pourrait changer de banque en se disant, oui, puisque c'est comme ça, pour moi, c'est le moment de changer de banque. Donc, on a un risque d'attrition fort à ce moment-là s'il est mal préparé, où le client dira, je vais en profiter puisque maintenant, je suis en banque en ligne, j'étais dans la banque, j'ai déménagé 3 fois, j'ai jamais changé mon compte d'agence. Eh bien, c'est le moment en même temps, je vais en profiter, je vais aller dans la banque, dans la néobanque de la banque qui est en bas de chez moi. Bon, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi le phénomène que nos clients, dans la partie qu'on disait tout à l'heure, mass market, enfin mass affluent, essentiel, enfin peu importe, hein, souvent l'établissement bancaire, elle s'appelle différemment. C'est souvent nos conseillers haut de gamme, premium, de demain. Oui. Et on les passe souvent dans ces portefeuilles-là. Quand on s'installe et qu'on a 25 ans, voilà, on est plutôt moyen de paiement, offre de services. Et puis après, on commence à travailler, on met de l'épargne de côté, on fait son prêt immobilier. Et en fait, on a un risque aussi de perdre cette partie d'évolution de la clientèle qui restera soit dans une néobanque et on n'aura pas le service et l'expertise à leur apporter, et que au moment où ils vont devoir rentrer dans des produits d'expertise et à forte valeur ajoutée, ils vont faire le tour. Et c'est là où on a un risque de déperdition également, comme je disais tout à l'heure, à tout changement, il y a un risque de déperdition. Donc c'est aussi pour ça, je pense que les banques, on l'étudie tous, on a l'offre, mais on ne fait pas de transfert de masse. Alors peut-être que ça évoluera un jour, je ne peux pas prédire ce qui se passera demain, parce que c'est pareil, hein, on est tous en attente de voir ce qui se passe et on n'a pas de modèle validé pour dans 15 ans. D'abord, je pense que ce serait dangereux de faire ça, parce que je pense qu'il faut être hyper agile, et tous ceux qui, juste pour donner un exemple, qui n'ont pas su être agiles et évoluer, qui sont restés sur leur position ou sur leur modèle défini il y a 15 ans, et on peut prendre par exemple l'agence de voyage Fram, qui a refusé de rentrer dans le digital et qui a fermé ses portes. Voilà, à un moment donné, il faut éviter de dire moi jamais, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est dangereux, maintenant pourquoi pas un jour. D'accord, merci. Et du coup, en ce qui concerne, on va parler un petit peu d'actualité, hein, du Covid. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'impact du Covid sur le monde bancaire? Alors, le Covid. Alors, bon, forcément, après le déclenchement de la pandémie, hein, tout l'environnement quand même mondial a été très perturbé. Et je pense que ça façonnera nos réflexions de demain, mais pas que la banque. Je pense que toutes les réflexions sont quand même mondiales, parce qu'en fait, on va dire que toute l'activité économique a quand même été sous pression, qu'il y a peut-être des modèles qui se sont transformés. Je veux dire, et un modèle que vous devez connaître, parce que je pense qu'il s'est fortement développé avec la pandémie, c'est la livraison Uber des chaînes de restaurants. C'est quand même quelque chose qui, certes, existait les livraisons à domicile de repas ou autres, mais avec la crise, ça a quand même complètement développé un nouveau système économique qui n'existait pas à ce point-là il y a 5 ans. Voilà. Donc, ça a quand même développé plein d'autres activités économiques. Donc, on devra tous s'adapter à toutes ces perspectives. Maintenant, au niveau de la banque, excusez-moi, je vais couper, j'ai dû avoir un message. Les banques, elles ont été chahutées, mais elles s'en sortent bien hein, dans la crise. Hein. Les revenus de la banque de détail sont plutôt résilients. Au global, hein, parce que si je ne vais pas parler de la Société Générale, puisqu'on a fait des pertes, mais on a fait des pertes, mais absolument pas en lien avec en tout cas la crise sanitaire.
Je pense que ça va changer le monde économique, ça va changer le comportement des clients qui aujourd'hui font tout à distance, acceptent un Skype ou un Teams ou une conférence à distance pour parler d'un produit, d'un placement. On avait quand même du mal à le développer. Au niveau des banques, on avait du mal à développer toutes ces conférences à distance avec les clients hein, quand on parle de conseils. Donc, je pense qu'il y aura des effets bénéfiques de la crise. Alors, pas la partie sanitaire hein, avec les maladies et tout ce que ça a engendré et tout l'endettement que ça a créé, parce qu'il y a aussi cette partie endettement, hein, mais ça, c'est un autre, je vais en parler après, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, au niveau de la banque, elle a plutôt bien résilié. Le monde économique est plutôt confiant parce qu'on voit même que pour l'ensemble des établissements, les cours de bourse ont progressé. Maintenant, ça va créer des nouvelles économies, des nouvelles niches qui vont ressortir. Bien évidemment, comme dans toute crise, il y aura des perdants et des gagnants. D'abord, on voit déjà les gagnants, on en a quelques-uns et il y a des gagnants. Tout ce qui était, en tout cas, télécommunications à distance, toutes les entreprises dans ce secteur ont quasiment plus de stock parce qu'elles ont tout vendu. Tous les fabricants d'ordinateurs portables, il y a plein de ruptures de composants. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a plein de choses, en tout cas, qui ont plutôt progressé et qui ont été bénéfiques. Amazon, livraison, voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont perdants et les perdants, ce sont souvent quand même à ce stade, même si je pense qu'ils vont essayer de se refaire une santé, tous les services de proximité. Le pressing, le restaurant, la salle de sport, tout ce que nous pratiquons au quotidien. Voilà. Je pense que là, il y aura une grosse difficulté. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a eu une augmentation de l'endettement, hein, l'endettement au niveau de l'État, l'endettement au niveau des clients. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir... on risque d'avoir des défaillances d'entreprise dans les mois à venir. Et en tout cas, on est très vigilant à ça et on ne l'espère pas. Et on espère que l'économie reparte pour éviter toutes ces défaillances. Mais ça, c'est très incertain. Et en tout cas, les économistes prévoient quand même quelques défaillances, quoi. Par rapport lié au prêt garanti par l'État? Oui. C'est ça? En fait, pour les prêts garantis par l'État, les banques ont quand même joué un rôle majeur hein, dans la crise hein, avec le PGE. Quand même eu une surcharge d'activité, et en tout cas pour les conseillers, si vous étiez en agence ou que vous aviez pu retourner en agence dans cette période-là, les conseillers de clientèle professionnels, TPE, PME, PMI, voilà, ont quand même été très fortement sollicités par les clients pour mettre en place les PGE et ainsi que les back-office, parce que moi j'ai un back-office prêt et PGE. Voilà, donc ont été énormément sous tension. Hein. Il y a eu beaucoup de volumes de crédit mis en place. Maintenant, au niveau de la banque, c'est une gestion hein, administrative à gérer. Il est garanti par l'État. Bon, en termes de risque, oui, on en a, mais on en a toujours eu. Et je dirais que pour cette fois-là, le prêt, il est quand même garanti. Bon, on a un risque de défaillance, tout simplement. Voilà. Mais on suit ça de près et en effet, on a mis en place des moratoires, des possibilités de reporter les échéances de prêt. Bon, voilà, on suit ça. L'État assouplit les conditions d'octroi de départ et en tout cas les modalités de remboursement. Voilà, donc c'est en effet un sujet. Mais le Covid, et vous allez m'en parler de toute façon, a aussi changé en interne des banques l'humain et en tout cas sa capacité, ses méthodes de travail. Oui. Puisque... Et du coup, c'est pour ça que, enfin, comment du coup on va travailler à l'avenir? Est-ce qu'on va faire beaucoup plus de télétravail que de présentiel ou beaucoup plus de présentiel que de télétravail? Alors, je pense pas qu'on fasse plus de présentiel quand on a du contact client à ce stade que du télétravail. Par contre, il est clair que ça a ouvert les accords de branche. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la presse et si vous avez regardé ces jours-ci parce que vous êtes peut-être occupé à préparer des examens ou à finir votre année. Il y a un accord de branche hein, à la UBF qui s'est ouvert pour faire un accord de télétravail au niveau de la branche. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Il y a des banques qui ont anticipé. La Société Générale, il y a eu un accord signé en janvier sur le télétravail de BDDF. Mais je sais que là, l'accord de branche, il s'ouvre pour Crédit Agricole, enfin d'autres établissements bancaires qui n'avaient pas encore ouvert ce sujet. Donc oui, on fera du télétravail même en agence. Après, les modalités ne sont pas encore complètement définies puisqu'elles sont en cours de discussion avec la FBF. Et même dans des établissements, et là je parle de Société Générale, on est encore en expérimentation pour regarder tous les KPI, tous les impacts sur les clients, puisque ça change aussi le fonctionnement avec les clients. Voilà. Les clients étaient prêts pendant la crise. Ils acceptaient tout ce qui était à distance. Ils ont beaucoup communiqué par mail. Maintenant, avec le retour et le déconfinement, il faut voir comment ça se passe. Voilà. On va être vigilant sur l'évolution. Oui, on fera du télétravail. Maintenant, on fera sûrement plus de présentiel que de distanciel. Mais vous savez, dans toutes les activités qui étaient auparavant, qui pendant la crise, dans les banques, il y a des activités qui ont pu être à 100% à distance. Alors, pas toutes, et en tout cas chez BDDF, sûrement moins. Mais même eux reviennent aujourd'hui quand même avec une partie en présentiel. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une banque d'humains, de services, et que même dans des activités qu'on peut gérer à 100% à distance, il est impératif de recréer du lien sur site. Sinon, on perd en compétences, on perd en échange, on perd en information. Oui, donc il y aura toujours des limites au travail à distance. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, à ce stade, le travail à distance, ça a plein d'avantages, et j'en suis tout à fait convaincue. C'est pour ça que je suis dans mon bureau. J'en suis tout à fait convaincue. Mais on a aussi des personnes en travail à distance à 100% qui ont fait des burn-out. Voilà. Donc, il y a aussi des méthodes de travail à apprendre. Et les managers ont besoin aussi de réapprendre à travailler et en tout cas à échanger à distance avec les collaborateurs, à animer. Quand on est manager, qu'on a une équipe, ça s'anime à distance. Donc, il y a plein de choses à faire. Maintenant, quand on a affaire à des clients et qu'on a des clients, le 100% distanciel, ce n'est pas possible de toute façon. Enfin, ça me semble impossible. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être que dans 30 ans, ce sera totalement possible. Aujourd'hui, non. C'est encore un peu prématuré. Enfin, je veux dire, faire du télétravail dans une agence ouverte au public, il y a 18 mois, on n'en parlait pas. D'accord. Et On va dire que c'est un des sujets qui aura fait progresser, je pense, la banque de quelques années. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, au niveau de l'évolution des métiers, donc l'avenir il va se tourner vers plus des métiers d'expertise. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est sûr, c'est certain. En fait, d'abord, c'est pas que la banque elle le veut, c'est que les clients le souhaitent. Et en tout cas, dans les enquêtes de satisfaction, on voit bien que les banques ont déjà commencé à anticiper ce sujet d'expertise, sont en avance sur la satisfaction client. Donc en fait, l'expertise est un vrai sujet pour faire de la satisfaction client. Et pour se démarquer demain, il faut qu'on soit expert et qu'on donne les bons conseils aux clients, qu'on soit rapide. Et pour être rapide, il faut être formé, il faut être accompagné. Quand on change de métier trop rapidement, on ne peut pas être formé, on reste généraliste. Et les clients aujourd'hui ont besoin d'expertise. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant un client, il venait, il n'avait pas Internet, il ne s'était pas renseigné sur les conditions d'un prêt immobilier ou sur le montage d'un prêt. Aujourd'hui, il a fait le tour des banques, il en connaissait plus que les conseillers et il a fallu absolument remédier à tout ça. Oui. En même temps, l'implémentation a durci aussi, il a fallu faire des formations obligatoires sur le prêt immobilier sur l'ensemble des collaborateurs qui vendaient du prêt immobilier. Donc voilà, forcément, ça a aussi changé cet aspect. La réglementation nous pousse souvent aussi à nous améliorer. Alors après, au niveau du coup, on parlait de l'avenir, mais on disait aussi qu'on ne pouvait pas prévoir du coup, enfin faire beaucoup de prévisions au niveau de la banque à 5, 10, 20 ans. Alors, en fait, mais pas que la banque. En fait, on peut faire ce qu'on dit des plans stratégiques. On peut en faire, bien évidemment. On sait à peu près où on veut aller. On connaît un peu nos développements et nos sujets. Maintenant, il faut être assez agile et habile. Aujourd'hui, le monde va très, très vite. Alors, faire un truc.
C'est bon, je suis revenue, je crois, parce que j'étais partie parce que j'avais un appel. Le monde va très très vite et il faut rester agile. Donc oui, on a quand même des plans à 4 ou 5 ans parce qu'on sait qu'il faut se renforcer, on sait qu'il faut augmenter l'expertise, qu'il faut faire de la formation, qu'il faut accompagner les collaborateurs, qu'il faut augmenter la digitalisation, qu'il faut faire plus de numérisation. Et en tout cas, il faut faire beaucoup plus d'échanges à distance, signer des contrats par voie numérique. Voilà. Il faut vraiment qu'on évolue toute cette partie-là, en tout cas dans la banque, et qu'on regroupe nos agences pour les restructurer et faire de l'expertise à l'intérieur. Je pense qu'on a quand même 4-5 ans où c'est un gros challenge à relever. Mais la banque de réseau, et en tout cas, a de belles années devant elle. Hein. Oui, 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 tout à fait. Et du coup, on parlait de la digitalisation. Oui. Donc, la banque, est-ce qu'elle manque de vitesse due à une faiblesse de la digitalisation? Alors, je vais essayer de reprendre la question, si je l'ai bien comprise surtout. C'est plus pour ma compréhension. En fait, est-ce que la banque elle est en retard sur la digitalisation? C'est ça? En Oui, c'est gros, ça. Un frein pour la banque, du coup, la digitalisation. alors en fait, oui et non. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les banques ont leur application. Oui, Je crois, je ne connais pas une banque qui n'a pas son application, en tout cas sur son smartphone, au moins pour toutes les opérations du quotidien. C'est-à-dire tout ce qui va concerner les paiements, les prélèvements, les cartes, les consultations de compte, quelques éléments, demander des prêts, faire du mail, enfin bon voilà, toutes les applications. Par contre, on manque un peu de tout ce qui va être signature électronique et partage de documents de façon électronique. Voilà. C'est quelque chose qui évolue là, qui est en train de se mettre en place et qui est assez récent. Enfin, quand je dis assez récent, c'est peut-être 1 an, 2 ans, où on va commencer à partager avec les clients, pas leur dossier, mais en tout cas leur dossier en cours. Par exemple, sur la clientèle de professionnels, on est quand même beaucoup papier dans la banque, hein, et on vient d'un secteur depuis des lustres et des lustres très administratifs quand même. Enfin, je pense que quand vous êtes en agence, vous pouvez le remarquer, on gère quand même beaucoup d'administratifs, même quand on est un conseiller. Donc, faut vraiment qu'on arrive à sortir de ça pour déplacer le curseur. Et pour sortir de ça, il va falloir qu'on développe tous les échanges, toutes les signatures électroniques avec les clients. Voilà. Donc, en fait, sur les applications, non, on était plutôt assez en avance de phase. Maintenant, sur tout ce qui est signature électronique et partage de dossiers et d'informations au moment de la construction d'un dossier, oui. Là, je pense que tous les établissements mettent la première et certains sont plus avancés que d'autres. Mais ça, c'est un peu historique, hein. Comme je disais tout à l'heure, les grandes banques anciennes avec des structures lourdes sont un peu inertes aussi. Hein. On a un IT qui est un informatique qui est assez vieillissant, qu'il a fallu faire évoluer très très vite. Et quand vous touchez à une donnée client, vous risquez gros. Hein. oui, Vous pouvez oui. aux informations. Vous Du pouvez coup, pas. il y a quand même une certaine course au niveau des différents acteurs sur le secteur bancaire. Ah ben, je pense qu'il n'y a pas un secteur bancaire qui essaie aujourd'hui d'augmenter ou d'accroître tout ce qui va être digitalisation dans l'échange, dans la partie signature électronique. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est une course. Je ne sais pas si c'est une course. En tout cas, c'est une évolution indispensable. Et puis, de toute façon, de reporter sur le client certaines tâches, c'est aussi une diminution des coûts. Digitaliser, il y a aussi un côté RSE. À partir du moment où on numérise, on fait moins de papier, il y a aussi de la réduction du coût, hein, de l'achat du papier, mais il y a aussi une réduction de la manipulation du papier. Et il y a aussi une partie RSE, et aujourd'hui, les banques sont énormément engagées sur la partie RSE. Tout à fait. Euh, alors, est-ce que tout d'abord, mes collègues ont des questions? Non, pas spécialement, non. Pour ma part, pas spécialement non plus, et je tiens à remercier Madame Vincent pour son expertise. J'allais y venir après, juste après. Oui, bien sûr. Et est-ce que du coup, les autres, vous avez des questions? Ou Madame Platio?
Oui, je reviens vers vous. Donc, effectivement, c'est l'heure des. Merci beaucoup, Madame Vincent. C'est l'heure de l'échange, questions-réponses avec les étudiants. Donc, voilà, je compte sur vous, les étudiants, pour lever la main et vous faire connaître si vous avez des questions à poser à Madame Vincent. Pour commencer, en fait, moi, j'ai écouté attentivement votre intervention très intéressante sur l'évolution de la banque et puis les perspectives pour les années à venir. Euh, Vous parliez d'expertise. Est-ce que moi, concrètement, quand je suis en relation avec ma banque, la limite que je trouve, c'est le changement fréquent des conseillers. Oui. Donc, est-ce que justement, c'est pas une limite à la relation client? Est-ce qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette situation où on a l'impression que au bout de 2 ou 3 ans, on connaît un conseiller et puis finalement, on nous envoie un mail comme quoi la personne a changé, voilà les nouvelles coordonnées, donc c'est un peu frustrant. Donc, est-ce que de ce côté-là, va y avoir des changements? Alors, c'est vrai que, et vous avez raison, parce qu'en fait, dans les enquêtes de satisfaction, c'est vraiment un sujet qui ressort. Des établissements bancaires, c'est le changement trop fréquent de leurs interlocuteurs au niveau de la banque. Alors, ça, c'est un vrai sujet et la banque, en tout cas, parce qu'en fait, là, c'est plutôt la partie RH, parce que pour pouvoir faire ça, il a fallu aussi changer tout le système RH et de gestion des hommes en interne. Parce que c'est vrai que la banque, au global, souvent, les moyens d'évolution des collaborateurs étaient de changer de poste. Donc, en fait, il a fallu aussi changer ce système pour dire que voilà, je ne progresse plus quand je change de poste, mais je peux progresser quand je suis dans mon poste. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que l'objectif, et en tout cas en RH, il y a tout un parcours qui a été restructuré et qui se restructure pour dire qu'en fait, aujourd'hui, dans un parcours de conseiller, on va donc valoriser l'expertise et non plus la durée de poste avec des mutations constantes tous les 2 ou 3 ans. Et donc, on pourra être… alors tout ça, c'est encore en cours et je vais vous expliquer pourquoi, c'est encore en cours de construction, mais ça, on l'a bien en tête. Donc, on aura des conseillers juniors dans des endroits où on a besoin d'un conseiller, par exemple, mais pas d'une expertise spécifique. On aura des conseillers plus experts et un peu plus seniors sur d'autres domaines, mais on compte bien augmenter les durées de poste et on a changé aussi tout le système, alors vous serez bientôt dans la banque, donc je peux en parler, de rémunération aussi et de valorisation des collaborateurs. Parce qu'avant, souvent, c'est au fur et à mesure des changements de poste et des mutations qu'on revalorisait l'ensemble des collaborateurs au niveau salarial. Aujourd'hui, on change ce système et ce n'est plus la durée de poste et l'évolution et le changement qui fait les évolutions salariales, mais bien l'expertise, la compétence et la performance. Voilà, donc ce système est en train de changer. Donc ça, c'est sûr que la banque a pris un autre virage par rapport au changement de conseiller. Maintenant, ça, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on souhaite que les collaborateurs restent plus longtemps dans leur poste. On souhaite qu'on ne parle plus de durée de poste, mais on peut rester 4. Si on se plaît dans un poste, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pourquoi pas. Il faut qu'on arrête, en fait, de faire notre carrière à la durée de notre poste, mais plus à la valorisation et l'expertise. Par contre, après, nous, on a une contrainte. Parce que ça, c'est bien beau, voilà, c'est beau, mais on a aussi une contrainte de rotation. C'est-à-dire qu'on a aussi toute la contrainte, on a eu beaucoup de collaborateurs. Entre les banques ces dernières années, il y a eu un peu la course à la démission, je te rachète, je te reprends, je change de banque, je ne change pas de métier mais je change de banque parce que c'est la course à salariale, parce qu'on avait tous des difficultés à recruter. Et par conséquent, on a eu un turnover très important qui a eu un impact sur nos clients en termes de rotation et de changement de conseiller qui n'était pas forcément prévu pour nous. Et on l'a encore un peu, on l'a encore. Alors, les démissions et tout le turnover diminuent. Je pense que la crise a aussi changé le monde et changera aussi un peu ses perspectives. Mais ça aussi, pour nous, c'est un sujet. Merci. Voilà, on voudrait un collaborateur bien plus longtemps. Très bien, merci. Il me semble que André a une question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, bonjour Madame Vincent. Alors, je suis navré, je ne peux pas mettre la caméra, mais ma question se porte sur la crypto-monnaie. Je voulais savoir quel était votre avis sur l'impact que ça pouvait avoir sur la banque de demain et quelle était la réflexion qui pouvait être anticipée par la banque sur la crypto-monnaie. Pour l'instant, pour nous, la crypto-monnaie reste de la spéculation.
Et d'abord, on voit bien ce qui s'est passé ces jours-ci sur la crypto-monnaie, puisque je ne sais plus, on est passé, je ne sais plus, il y a quelques semaines à 64. Je sais plus, j'ai peut-être les cours sous les yeux, mais enfin, je crois qu'elle a perdu 50%. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fluctuant et de très risqué qui, pour nous, reste encore de la fluctuation et pas lié à une économie réelle. Par contre, on reste très vigilant sur ce qui se passe parce que si les GAFA, d'un coup, se décider d'accepter des règlements, voilà, on reste très vigilant aujourd'hui. C'est un sujet sensible, mais bon, pas d'impact encore pour nous. On ne règle pas encore en crypto-monnaie. Donc, tant qu'on ne fait pas d'achat en crypto-monnaie, on va rester assez préservé. Oui. Mais on reste très attaché Alors, à ce qui pourrait être avec les GAFA et autres. oui, enfin, en fait, je vous posais la question aussi de par le fait que j'avais vu que la Banque centrale européenne réfléchissait justement à une devise numérique européenne. Et du coup, ça aurait forcément touché le secteur bancaire. C'est pour ça que je vous posais la question aussi. Mais vous avez raison, c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, on reste assez sensible et assez vigilant sur ce qui se passe sur ces sujets-là. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure et le balayer d'un revers de main. Il faut rester attentif à ce qui va se passer. De toute façon, le monde peut évoluer très vite, donc il faut regarder. Et on regarde. Merci beaucoup. On ne va pas dire que, pour nous, ça reste spéculatif aujourd'hui, mais on reste vigilant. Si d'un coup, ça devenait un moyen de règlement et de transaction, bien évidemment, on se poserait d'autres questions. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une aussi après. Alors, il y a Narfaï. Oui, Narfaï. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour Madame Vincent. Moi, je me posais une question en fait sur la situation qui a été évoquée du coup tout au long de cette conférence, c'est-à-dire la transformation qui est actuellement. Savoir, Oui. parce que j'ai cru comprendre du coup que vous avez quand même une certaine expérience dans le domaine bancaire. Est-ce que c'est vraiment la première fois qu'il y a un changement aussi important qui s'opère entre la suppression des agences, un modèle qui est en train d'être revu? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez cyclique et qui revient, on va Eh ben, dire, peut-être les 10-20 ans? tout à fait. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a l'impression que la banque se transforme seulement maintenant, sauf que c'est totalement faux. Moi, j'ai 30 ans de retour et je peux vous dire que des projets de transformation, j'en ai vécu un paquet. C'est pas d'aujourd'hui que la banque se transforme. Seulement là, elle se transforme plus rapidement parce que le monde va plus vite, parce que les nouvelles technologies nous obligent à nous transformer beaucoup plus vite. Mais en effet, la banque, il y a longtemps qu'elle s'est transformée. Entre le guichet à ses débuts, où on faisait que de l'échange de monnaie, ou que pour acheter un titre ou une action, on découpait un coupon dans un cahier, on remettait un bout de papier. Enfin, je veux dire, voilà. Bien évidemment que la banque, elle s'est transformée depuis longtemps, mais ça semble, en tout cas, de votre côté, de votre vision à vous, voilà, c'est pas forcément perceptible. Mais bien évidemment que la banque, on va prendre les centres de relations clients étaient avant centralisés dans des petites structures, on les a regroupés tous, on les a tous regroupés dans une expertise. On avait des petites agences plutôt de proximité qui faisaient un peu, on va dire, comme aujourd'hui le bureau de poste qui permettait d'avoir une relationnelle avec les clients. Aujourd'hui, c'est pas ça parce qu'on le fait à distance. Donc, on a développé la banque, on l'a restreinte après. Enfin, elle évolue tout le temps en fait, la banque. Là, le point important, c'est la digitalisation qui fait que c'est beaucoup plus visible de l'externe et qu'on ferme des agences. On ne fermerait pas d'agence, on ne verrait même pas. Ça, c'est le côté visible, c'est-à-dire que la banque a toujours évolué, progressé. D'abord, il y a eu les réglementations, il y a eu les crises, il y a eu toutes les affaires que vous connaissez. Voilà, donc forcément, la banque a toujours évolué. Il y a l'évolution des produits, on ne vendait pas tous les produits qu'on vend aujourd'hui. La banque, aujourd'hui, elle fait de l'assurance. L'assurance, ça a peut-être 20 ans dans la banque, donc c'est quand même très, très récent. Donc voilà, donc non, il y a toujours eu de la transformation. Par contre, ce qui est visible de l'extérieur aujourd'hui, c'est vraiment la fermeture des agences. D'accord. On ferme, vue d'un client, on restructurerait les portefeuilles, les organisations, mais le client aurait toujours une personne de lui
avec un outil de digitalisation, une application. Ils ne verraient pas grand-chose en fait. Parce que nos outils qui changent notre façon d'expertiser nos clients, nos façons de les classer, nos façons de les organiser, de mettre l'expertise, les portefeuilles, les premiums, les bonnes gammes, enfin je ne sais pas suivant les structures comment ça s'appelle, hein, donc voilà, les mass market, tout ça pour eux c'est complètement transparent. À l'exception de la clientèle professionnelle. À l'exception de la clientèle professionnelle, bien que la clientèle professionnelle, il y a quand même quelques années, n'avait pas les besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait aussi de la prévoyance, on fait du Madelin. Donc, on a évolué dans les produits et les services, bien que sinon, pour eux, c'est toujours un conseiller professionnel. Alors, souvent, après, il y a eu beaucoup, et dans les banques, ça a été souvent le directeur d'agence par le passé. On a créé beaucoup de postes de conseiller de clientèle parce que c'est un vrai marché à forte valeur ajoutée. La clientèle professionnelle est un marché important pour la banque demain. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, Akram, on t'écoute. Bonjour Madame Vincent, j'ai une question. Je vais rebondir sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure avec les banques en ligne. Oui. La détention des banques en ligne de la part des grands groupes, est-ce que aussi c'est pas un moyen d'éviter que les clients partent chez nos concurrents ou chez nos confrères, si vous préférez? Oui, bien sûr aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, les banques en dur ont essayé de développer de la banque en ligne dans leur structure. C'est-à-dire que beaucoup de banques en ligne ont essayé de créer des agences un peu virtuelles, banque directe, un peu de la banque directe, mais en fait, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout parce que en fait, la seule chose qui changeait, c'était le fait qu'on n'ait pas d'agence et on faisait tout par téléphone. Il fallait vraiment créer une offre particulière, un service particulier pour le démarquer. Donc, en effet, elles ont créé des structures différentes ou rachetées, parce qu'il y en a beaucoup pour lesquelles, en fait, les banques ont été rachetées, ce que les autres savaient faire au niveau des néobanques. Mais bien sûr, c'est pour garder la main sur une partie de la clientèle et qui est souvent très rentable. Alors, pas tout le temps, quand on met des offres de parrainage très importantes pour conquérir de la clientèle, parce qu'il y a aussi ce phénomène de course dans les banques en ligne et dans les néobanques. C'est que j'ouvre un compte, je touche 80, 110, 130 euros, ça dépend des promotions, des moments et des besoins, et puis le parrain touche 80, 110 ou 130 euros pour emmener quelqu'un. Ça marche quand même beaucoup comme ça, les banques en ligne. Donc, la rentabilité n'est pas immédiate. Elle met un peu de temps parce que souvent, ça ne concerne que les moyens de paiement. Ça concerne la carte bleue, les prélèvements, les virements, un placement, un compte sur livret, peu d'opérations à forte valeur ajoutée, mais on ne peut pas se passer de ne pas être sur ce marché. J'ai une question qui est en lien avec ça. Maintenant, vous avez parlé du consommateur qui est averti et qui peut avoir des informations avant d'arriver sur Internet. Pour les banques en ligne, donc, qui sont possédées par des grands groupes, on n'a pas toujours, quand on n'est pas un consommateur averti, on n'a pas, on sait pas, on connaît pas l'affiliation entre, par exemple, je vais vous dire Boursorama et Société Générale. Ça, on le sait parce que c'est dans le milieu, mais certains clients n'ont pas idée de cette filiation. Est-ce que c'est un choix de la part des groupes ou c'est autre chose? En fait, c'est bien de dissocier les enseignes parce que si le client il a l'impression d'avoir un compte, alors on va prendre Société Générale ou les banques BNP, enfin peu importe, c'est pas grave, c'est les banques commerciales, enfin en tout cas on est tous pareils, je pense qu'on a tous le même objectif. Je pense que dans la communication, dans le marketing, il faut mieux pas les lier. Je pense que sinon un client Société Générale dirait non, si je veux une banque en ligne, je vais aller la prendre chez BNP. Là, comme ils ne connaissent pas trop, vous savez, tout le monde ne connaît pas combien de clients faisaient marcher la concurrence entre Société Générale et Boursorama sur les ordres de bourse et sur le courtage. Il y en a plein qui ont découvert après que c'était Société Générale. Donc, et pourquoi la Société Générale ne se battait pas pour aller leur dire non, venez chez nous? Parce que de toute façon, c'était le groupe Société Générale. Et au niveau de la Société Générale, on va prendre le Crédit du Nord. Beaucoup de clients ont découvert dans la presse récemment, puisqu'il y a un rapprochement de prévu, que Crédit du Nord et Société Générale, c'était la même entité. Parce que Crédit du Nord, c'est 9 enseignes. C'est Banque Courtois, Société Marseillaise de Crédit. Et il y en a plein qui ont découvert que leur banque était dans le groupe Société Générale. Mais tant mieux.
Ça fait plus de clients pour la Société Générale. Exactement. Bah, je vous remercie, madame. Je crois qu'il y avait Olivier aussi qui avait une question. Ouais, alors moi j'ai également un souci de caméra, mais du coup merci pour votre intervention. Moi j'allais poser une question, enfin j'allais revenir sur le sujet du Covid en fait, et je me demandais les plans stratégiques qui étaient déjà décidés depuis 4-5 années, puisque c'est comme ça que je crois que ça fonctionne dans les grands groupes, c'est qu'on décide pour les 4-5 prochaines années comment est-ce qu'on va évoluer. Est-ce que vous diriez que le Covid n'a pas eu beaucoup d'impact, enfin on ne peut pas nier l'impact du Covid, mais est-ce que vous diriez que ça a accéléré de plusieurs années certains changements que vous aviez prévus, ou est-ce que au final le plan de changement stratégique s'est déroulé tel que vous l'imaginez? Alors, je pense que pour l'instant, il se déroule comme il était prévu. À un point près, il y a beaucoup d'internes là-dedans. Le plan stratégique au niveau externe, en 18 mois, il n'a pas changé énormément. À part peut-être la digitalisation, tous les moyens de communication à distance, et même avec nos clients. Je pense que là, c'est le sujet qui va nous faire gagner quelques années, que ce soit en externe ou en interne, pour toutes ces évolutions technologiques. Les banques en dur, assez anciennes, sont un peu, et je l'ai dit souvent, hein, mais dans l'évolution des technologies, sont un peu difficiles à faire bouger, sont un peu inertes. Il leur faut un temps de réactivité, de réaction, parce qu'elles sont sur tous les marchés, parce qu'elles sont sur toutes les activités de la banque. Et c'est un peu plus lourd à faire démarrer ou à faire fonctionner. Donc, en effet, je pense quand même que ça aura un impact sur ces évolutions de communication à distance, mais ce n'est pas ça qui va changer la cible stratégique des prochaines années. Après, ça va peut-être la perturber un peu ou la modifier, mais je ne pense pas que ça la change fondamentalement. D'accord. Attends, pendant la crise, tout a été comme un peu sclérosé. D'accord ? On a tous attendu. C'est-à-dire que oui, on a été confinés, on a essayé de faire de son mieux, et en tout cas, quand on a des clients, pour satisfaire ses clients, avec tous les moyens qu'on connaissait et qui se sont développés. Donc voilà, on a essayé de faire son mieux. Je pense que maintenant que la crise, on voit plutôt le bout, on voit un retour à la normale, c'est là qu'on va se poser toutes les questions du changement. Parce que pendant la crise, le changement, il était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, est-ce subi ou vraiment représentatif d'un changement qui va. Voilà. Donc, je pense que c'est dans les mois à venir, l'année à venir va être assez importante sur l'évolution économique, puisqu'on annonce quand même une évolution de la croissance. Voilà, on va voir comment ça se passe dans le changement du comportement des consommateurs. La banque, c'est le consommateur qui la challenge beaucoup. Si il ne vient plus du tout en agence, imaginons, plus aucun client ne vient en agence. On fait quoi? Est-ce qu'on a un intérêt? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, voilà, vous voyez bien, dans les agences, aujourd'hui, on ouvre sur rendez-vous, parce que c'est de l'expertise qu'on veut et on ne veut plus d'opérations à faible valeur ajoutée. Donc, on ouvre sur rendez-vous pour avoir que des clients qui viennent pour quelque chose d'intéressant pour lui et pour nous et qu'on y consacre du temps. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent encore évoluer. Vous savez qu'il y a des banques qui étudient de faire payer le rendez-vous. Sur une gestion de patrimoine, sur des rendez-vous à très forte valeur ajoutée, donc de faire payer le rendez-vous, parce que monopoliser un banquier privé, monopoliser un gestionnaire de patrimoine pendant 2 heures, ça a un coût. Donc voilà, il y a des banques qui essaient, qui réfléchissent. Il y a des banques qui ont fait des agences, des franchises. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont un peu en évolution, en test. Je ne sais pas du tout comment ça évoluera demain, quels seront les résultats, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, il faut être agile. Si on ne veut pas mourir, il faut être agile. Et du coup, Olivier, vas-y, tu voulais intervenir? Oui, je sais plus, j'entends pas là, en tout cas. Olivier? Oui, désolé, mon micro fonctionne un peu mal. Je disais que le fait que les clients ne veuillent pas venir, au final,
est-ce qu'on l'avait pas déjà un petit peu avant la pandémie? Parce que au final, on voit souvent, enfin, c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais on voit souvent plus ou moins la même clientèle en agence et on sait plus ou moins, quand ça fait un certain temps qu'on est sur un portefeuille, on sait plus ou moins qui va rester à distance, qui va passer une fois tous les 2 ans pour un projet exceptionnel, mais au final, pour la banque au quotidien, se débrouille très bien tout seul. Est-ce que du coup, c'est quelque chose... Oui, mais en fait, les banques souhaitent que les clients, hein, pour toutes les opérations au quotidien, les opérations quotidiennes se débrouillent tout seuls. Parce que en termes d'hommes, d'humains et de coûts salariales et de locaux, ça nous coûte assez cher. Donc, en fait, toutes les banques ont développé toute l'automatisation, les distributeurs, les automates. Enfin, je pense que dans tous les établissements, quand vous rentrez dans une agence, il y a un mur d'automates. On dépose sa remise de chèque, on fait son relevé de compte. Donc oui, on ne cherche pas à ce que les clients, pour des opérations qui ne nous rapportent pas, viennent beaucoup en agence. Par contre, on cherche à être beaucoup plus proactif, à créer de nouveaux produits pour justement inciter à venir. C'est ça, c'est ça demain. Et c'est là où on a un grand changement à faire dans notre façon aussi de communiquer avec nos clients et de les faire venir. Il faut qu'on trouve des moyens de se rendre indispensables. Alors après, c'est peut-être aussi, et c'est peut-être aussi une des raisons, hein, on restructure les agences, on augmente les tailles de portefeuille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être assumer beaucoup plus de clients compte tenu de la visite des clients en agence et de leurs besoins d'expertise. Avant, peut-être qu'avec un... Alors, c'est vraiment... les chiffres de portefeuille que je donne sont vraiment à titre d'exemple et ne prenez absolument pas note de la taille d'un portefeuille. Mais peut-être qu'un conseiller pro avant, on disait, allez, avec 100, 120 clients, 150 clients, il était déjà très chargé puisqu'il faisait quasiment la demande de prêt à la main. Aujourd'hui, on peut tripler ça et il s'en sort encore. Voilà. Parce qu'on a déporté toutes les opérations à faible valeur ajoutée sur les applications, sur la digitalisation. Mais c'est vrai aussi qu'il faut changer nos méthodes de vente et nos méthodes de prise de contact avec les clients, peut-être d'utiliser beaucoup plus aussi Internet, faire des offres. C'est très récent, hein, en tout cas à la Société Générale, de faire des lives et d'envoyer des conférences aux clients sur leur adresse mail avec des petits topos de 15 minutes pour créer de l'envie, pour créer le besoin. Tout ça, c'est très, très récent. Ça quoi? Ça même pas. Donc, voilà. Mais voilà, il faut qu'on crée le besoin chez le client parce que avant, les clients, comme ils venaient pour des opérations à faible valeur ajoutée, je suis désolée, j'y étais et je l'ai fait, on en profitait pour, voilà. Ah, monsieur le client, vous êtes là aujourd'hui, ça tombe bien, venez me voir, j'ai quelque chose à vous présenter, j'ai vu que vous en aviez le besoin. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on entamait la discussion. Aujourd'hui, le client, il est pressé, il n'a pas envie de venir, il faut qu'il vienne pour une bonne raison. Enfin, voilà. Donc, il faut créer le besoin et donc, il faut faire beaucoup de communication pour qu'à force, ils se disent « Ah, mais ça, peut-être quand même qu'il faudrait que je regarde parce que c'est peut-être bien quand même. » Voilà. Puisqu'avant, mon conseiller m'en parlait quand je passais au guichet. Aujourd'hui, je ne passe plus au guichet, je fais tout à distance, donc je n'ai plus le besoin de venir. Et c'est un peu le système de la communication et de la publicité. Hein. Il faut créer le besoin pour l'acheter. Alors, ce n'est pas de la tête de gondole parce qu'on n'est pas encore en supermarché, mais il faut créer le besoin. Sinon, le client, il ne va pas l'acheter. Et c'est pour ça qu'il y a la publicité. C'est bien ça qui crée le besoin. On est tous complètement submergés de mails, de pubs, ce genre de... Et encore, avec la RGPD, ça s'est ralenti. Hein. Mais n'empêche que, voilà, c'est de profiter de l'offre. Vous passez devant un magasin, votre téléphone détecte et vous fait une offre commerciale avec un bon de réduction. Voilà, il faut que... Voilà, ça fait partie aussi de la banque et ça va changer. Il faut qu'on soit beaucoup plus proactif dans les offres pour créer de la visite client. Alors, peut-être qu'il faudra augmenter les tailles de portefeuille, peut-être qu'il faudra changer nos façons de faire. C'est soit partie publicitaire, communication, marketing qu'il faut qu'on évolue. On ne fait peut-être pas assez d'offres. Je ne sais pas si vous le faites ici dans vos agences, ils le font, mais il était en tout cas très rare qu'un conseiller de clientèle professionnel envoie une offre de prêt à un client sans qu'il y ait demandé quelque chose. On répondait toujours à la demande, on n'était pas proactif.
Est-ce que demain, il ne faudra pas lancer des mailings aux clients directement sur sa boîte mail pour lui proposer une offre de crédit, puis qu'ils disent ah bah tiens, bah, pourquoi je ne changerais pas de voiture, par exemple, enfin une voiture ou autre chose, hein, un frigo, j'achèterais bien un frigo pour m'agrandir, pour voilà. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée le besoin? Est-ce qu'on n'est pas assez proactif? Non, mais oui, je suis d'accord. Bah, il va peut-être falloir se développer à ce niveau-là, oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire sur cette partie-là. Parce que la clientèle professionnelle a de gros besoins, et quand on voit le taux d'équipement sur certains produits et services, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour. Il me semble du coup que Madame Vincent, vous aviez une question aussi. Moi, oui, j'avais une question. Comment vous voyez votre métier demain, vous? De moins en moins de conseillers, moi je dirais, en agence, de plus en plus d'expertise, un petit peu plus de travail à distance. Voilà, après je sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Après, on est sur le conseiller clientèle en agence ou nous, notre poste, nous, il y en a qui sont en conseiller professionnel, en chargé d'affaires entreprise. Non, mais allez-y. Les chargés d'affaires entreprises, c'est pareil, puisqu'en fait, et en fait, en tout cas, dans les banques aujourd'hui, vous voyez aussi que ce soit de la clientèle privée, de la clientèle professionnelle ou de la clientèle entreprise, puisque enfin, moi, je suis plutôt clientèle entreprise dans mes activités, on se spécialise partout. Oui, bien sûr. On crée des centres d'affaires, que ce soit entreprise, on crée des centres d'affaires pro. On essaye de mettre des espaces, en tout cas professionnels, dans des agences plus importantes pour les sortir de petites agences, pour créer vraiment de la clientèle privée ou plutôt sur des secteurs haut de gamme, de créer vraiment des agences haut de gamme, en évitant que le commerçant du coin vienne déposer et faire un truc un peu cocooning dans l'agence. Voilà, on s'adapte aussi à ça. Donc, on crée des agences aussi dépersonnalisées pour éviter que le bureau du conseiller soit son bureau chez lui et que le client se sente mieux. Voilà, donc tout ça, ça fait partie un petit peu aussi de la stratégie de demain sur tous ces métiers. Maintenant, chargé d'affaires entreprise, le nomadisme est déjà dans les gènes. Donc, c'est un peu différent aussi. C'est Par ça. contre, le conseiller pro, ça va se développer. Mais pour répondre à votre question, moi, au niveau du conseiller en agence, je pense que le métier va être amené à beaucoup de changements. Mais c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Frédéric Oudéa, le DG de la Société Générale, aux dernières annonces de résultats, c'est qu'il avait fait sous-entendre, mais assez explicitement, que le métier de conseiller clientèle allait être grandement remis en question sur tous les aspects. Mais par contre, au niveau de ce que je connais le plus récemment, parce que moi je suis à la Société Générale en centre d'affaires en entreprise, de ce que je vois, moi je pense, enfin de ce que je connais, de ce que je projette d'ici 10-15 ans, je vois peut-être plus plus d'autonomie du chargé d'affaires, plus de déplacement, peut-être plus de télétravail aussi, parce que il peut très bien se déplacer en rendez-vous chez les clients, il accueille très peu au sein de ses locaux. Donc, je vois pas tellement. C'est un peu différent parce qu'en fait, déjà, le chargé d'affaires entreprise dans un centre d'affaires, les clients se déplacent très peu. Là, il y a très peu de clients qui viennent. Enfin, c'est quand même à la marge, et s'il y en a un par jour ou deux, enfin, c'est vraiment très à la marge, et c'est pour quelque chose de très précis. À l'inverse, mais ça fait longtemps quand même que c'est comme ça, c'est plutôt le conseiller entreprise, peu importe la structure, hein, puisque les centres d'affaires, en tout cas à la Société Générale, sont assez récents. Peu importe la structure, ça a toujours été plutôt le chargé d'affaires qui allait, lui, chez son client. Donc, en effet, dans cette partie chargé d'affaires entreprise, il est clair que le nomadisme est déjà existant depuis bien longtemps. Donc là, ce sont les outils techniques qui vont nous permettre de le développer encore plus. Parce qu'en fait, le métier était déjà structuré comme ça. Par contre, nos outils informatiques, l'informatique ne permettait pas d'aller au-delà et de pouvoir souscrire complètement chez le client et de tout faire à distance. Donc, en fait, le fond du métier reste le même. C'est les outils qui vont permettre de l'améliorer et de faire plus de satisfaction client quand on va être avec lui. Parce que quand on sera avec lui, on pourra concrètement faire une opération, traiter un crédit, une demande de financement, aller vérifier quelque chose qu'il nous demande, parce qu'on pourra le faire à distance, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, il y avait toujours ce retour au centre d'affaires pour gérer son administratif ou son dossier ou son renouvellement. Voilà. Ce qui sera là, c'est l'outil qui va améliorer la situation existante. C'est ça, et non pas
Et Voilà. non pas le métier forcément qui va Exactement. Et c'est pareil, on a créé des centres d'affaires entreprises parce qu'on a recentré sur une même structure un ensemble de compétences pour pouvoir aussi faire des parcours. On est chargé d'affaires junior, on peut passer sur un profil de client, on peut passer sur un marché, on peut faire du BTP, ensuite on fait du service, on fait de la start-up, on fait de l'association et on développe ses compétences sur l'ensemble des marchés avant de s'attaquer à des grands groupes, par exemple. Ouais. Voilà, et c'est bien ce qu'on recherche aujourd'hui dans cette partie-là. Mais c'est comme on a créé des espaces pro, on a créé des espaces pro où il y a 10 conseillers pro pour créer vraiment dans des périmètres très professionnels un intérêt et un développement en étant profession libérale. On n'a pas le même métier quand on est conseiller pro sur de la profession libérale que quand on l'est sur de l'artisan ou du commerçant. Et ensuite, peut-être de la TPE, voire des petites PME. Donc forcément, c'est tout ça qu'il faut qu'on restructure et on en parlait assez brièvement, on l'a touché du doigt tout à l'heure, toute la partie RH, accompagnement et montée en compétences pour gérer tout ça en fait. Il y a plein de choses à faire dans son métier, sans forcément être obligé de changer de métier pour progresser. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il y a encore plein d'avenir dans tous ces métiers qui seront sûrement différents. Mais le nomadisme, je pense que le nomadisme pour les conseillers pro est un vrai sujet. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'agences multisites, un conseiller sur plusieurs agences. Donc, on va aussi rentrer dans ce nomadisme. Parce que c'est aussi la demande de nos clients. Et comme tout à l'heure, j'ai dit, on s'adapte aux besoins de nos clients. Et voilà. Donc, c'est sûr que ça évoluera aussi. Mais c'est déjà existant quand même. Hein. Les conseillers aussi beaucoup chez les clients, pas encore comme on le souhaiterait, mais c'est un des sujets aussi, hein. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une autre question? Non. Bon, bah, peut-être confiance dans l'évolution de vos métiers et dans vos métiers à l'avenir. Tout à fait. Bon, si merci beaucoup, Madame Vincent. Si peut-être une question, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos étudiants qui sont justement soit chargés d'affaires, soit conseillers pro, au regard de toute votre expérience et de l'avenir de la banque? Alors, moi, je pense que c'est un vrai métier d'avenir. Donc ça, je pense qu'il faut qu'ils gardent à l'esprit, même si en ce moment, c'est difficile compte tenu des restructurations de la banque. À partir du moment où on devient un vrai expert, on aura une vraie valeur, que ce soit dans la banque ou sur, on va dire, le périmètre ou toutes les banques, parce que toutes les banques sont en manque hein, de vrais conseillers experts. Et ça, je ne rigole pas quand je dis ça. On a des populations et nos moyennes de conseillers sont quand même très jeunes, avec un vrai problème et un manque d'expertise. Donc moi, je leur conseille vivement d'éviter les sauts de puce entre les métiers, de rester expert dans son métier et d'y croire. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui font des sauts de puce entre métiers et qui perdent confiance, mais parce qu'ils perdent l'expertise, donc ils perdent l'intérêt du job. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'accrocher à un vrai parcours et il y a plein de choses à faire dans la banque parce que la banque est une vieille dame qui n'est pas encore arrivée à sa retraite. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, pour le temps que vous avez consacré à préparer cette conférence avec l'équipe organisatrice. Donc, nous sommes toujours en distanciel, mais bien évidemment, vous êtes la bienvenue à l'école si vous voulez passer nous voir. On sera ravis de vous accueillir. Ah bah avec plaisir. J'aurais préféré largement le faire en présentiel, mais bon, les conditions sanitaires sont difficiles. Bien sûr, oui. Mais bon, on espère que voilà, la situation va revenir à la normale prochainement. Voilà. Bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos métiers. Moi, j'en ai plein. Donc, nous aussi, on fait beaucoup, Madame Vincent. On tenait beaucoup à vous remercier, oui. Que ce soit Madame Vincent ou Madame Plateau aussi. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors, j'ai arrêté.